Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va faire la suite de cet ampli de guitare à tube. Alors pour le relevé de schéma, comment ai-je procédé? Comme je vous ai dit, on a ici un tube de redressement GZ34 et on peut voir ici qu'il y a un détrompeur pour s'embrocher dans le culot. Donc ce détrompeur est ici et on compte le numéro 1 ici, donc dans le sens horaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un tube octal. Pardon, je me suis trompé, le 1 est ici, ça c'est le premier, ça, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici, ça c'est le dernière broche, 8e. Alors, comment procéder? On regarde ici, 1, 2, 2, c'est le filament. 1, rien, il n'y a rien sur le 1, il ne devrait rien y avoir. Donc là, on regardera, on verra ça après. 2, c'est le filament. 2 et 8 sont le filament. Donc ces deux extrémités ici qui sortent du transfo, effectivement, c'est des gros fils, de grosses sections. Donc c'est bien le filament pour le chauffage du tube. Après 3, donc 3, il n'y a rien. 4, première anode. Alors on suit le fil, il va bien sur le transfo, les fils sont plus petits, ils sont plus petits que les autres, plus fins. Si je tire la gaine ici, effectivement c'est du fil qui est très très fin, comme on peut le voir, hein, par rapport à celui de là ici qui est beaucoup plus gros, la section n'est pas la même. Donc ça c'est bien le filament, ça c'est bien une anode. Ensuite on va continuer, ici rien, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, rien. 1, 2, 3, 4, 5, rien. 6, la deuxième anode. 6, la deuxième anode, effectivement c'est bien ça. On va bien sur le transfo et à la limite on peut y mettre un coup d'ohmètre et on verra une résistance qui est relativement élevée par rapport aux 2 et 8. Même en débranchant, de préférence en débranchant le tube, parce que si vous mesurez l'enroulement ici, le filament est en parallèle, un filament froid c'est considéré comme un court-circuit. Donc si je regarde bien par rapport ici, je fais mon relevé de schéma et ensuite je vais sur les cathodes et je pars vers les condos de filtrage. Alors je vais trouver mes cathodes qui sont réunies ici avec un pied du filament. Donc c'est la dernière broche ici. Donc je suis mon fil qui est dessous ici, parce que là c'est pas très simple, les fils sont plus croisés avec d'autres fils, c'est pas la solution idéale. Bon, enfin bref, voilà, ici je prends mon fil, je le suis, je le détourne d'ici, je le détourne d'ici, et je viens le tirer là pour voir si c'est bien celui-là. Je tire mon fil, il est ici, et effectivement c'est bien le bon. Donc il vient bien ici sur le chauffage. Et il vient ici sur le pied du chimique de tête, ce qu'on appelle le chimique de tête parce que c'est le premier, qui après va sur une résistance, sur le chimique secondaire, après qui part ici donc sur notre résistance. Donc voilà pour la partie redressement. Donc là, hyper simple. Alors on voit qu'effectivement sur ce redressement, sur cette valve, qui n'est pas toute
occupé par les broches du tube. On a ici sur le numéro 1 une espèce de truc bizarre qui est un redresseur au sélénium qui va vers le transfo, ou disons où le transfo il vient dessus, et après ça part ici sur cette partie donc qui est inoccupée. Si je regarde cette partie, donc je regarde la broche numéro 1, elle est libre. La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inoccupés aussi. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 inoccupés. Donc ça leur a servi à quoi? De faire un support pour brancher des composants annexes. Donc ici on a ce qu'on appelle un redresseur au sélénium qu'on remplacera par une diode, et ici en série on a une résistance qui vient après alimenter la partie ici qui est la polarisation négative des tubes de puissance. Donc ici on a un moins 42 volts pour polariser pour faire le recul de grille des EL34. Donc si maintenant on regarde la EL34, on va chercher ça sur le bouquin. La EL34, donc pareil, si je prends mon brochage de ma EL34, qui est EL34 ici, donc je le mets comme ça, et je compte. 1, c'est la grille suppresseuse. Donc la grille suppresseuse va à la masse. Le 8, c'est la cathode. 1 et 8 sont reliés. Donc ça va bien à la masse, effectivement. Ensuite, le filament, c'est le 2 et le 7. Alors, 1, 2, donc ça part sur là, effectivement, du gros fil, et ici, sur le 7 du gros fil aussi, qui est rebouclé sur l'autre tube. Donc ça, c'est bien la partie filament. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, 1, 2, 3. 3, je regarde EL34. 1, 2, 3, c'est l'anode. L'anode, quand je regarde ici, j'ai un fil qui va sur mon transfo de sortie. Donc c'est bien l'anode qui va sur le transfo de sortie. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 1, 2, 3, anode, 4, c'est le G2. 4, c'est le G2. Donc ça part bien sur mon transfo de sortie. Et on a dit que c'était un système dit ultralinéaire. Donc si je regarde ici, j'ai bien un enroulement, et après on peut mettre un goudomètre pour mesurer ces deux enroulements pour voir si on ne s'est pas trompé. Ensuite, le 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est quoi 5? 1, 2, 3, 4, 5, c'est la G1. La G1 se retrouve en série avec une résistance. La G1 en série avec une résistance, on a 10 kg sur la G1, qui va après sur la broche d'à côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a rien sur la broche d'à côté. Si je prends donc ici, que je regarde, comme c'est broché pareil, hein, je vous l'ai mis ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut se servir ici de cette partie comme point de liaison, de raccordement pour des composants. Donc on est bien parti de la 5 à la 6 avec une résistance de 10K. Et après on a quoi? On a ici notre condensateur de liaison qui part vers le déphaseur ou vers l'étage driver.
Ensuite, on a quoi? On a un jeu de résistance ici qui part vers le vibrato, ce qu'on avait vu. Et ici, on a un autre jeu de résistance à l'identique qui vient à la masse. Donc en fait, ici, on a ce qu'on appelle un pont diviseur. Donc on part d'ici, on vient sur une résistance série qui est dans le tube ici, et on va après sur une résistance à la masse, et on va après partir sur les deux résistances de polarisation de grille qui sont des 330K, qui sont sous les dans les fameux sous les fameuses gaines là, ici. Voilà, donc pour le relevé de schéma, il se fait comme ça, tout simplement. Ensuite, donc, je voulais vous dire sur la question de la polarisation des tubes. Je ai donc toujours avec ampoule série, comme là ici, et j'ai mis deux ampoules en parallèle parce que c'est un ampli à tube qui consomme pas mal. Donc j'allume le fonctionnement normal et je mets en service le stand-by. Les tubes commencent à chauffer. On peut entendre que le signal fonctionne. On voit que les filaments donc ont un peu plus d'énergie, l'ampoule brille un peu plus. Donc déjà, s'il y avait quoi que ce soit, l'ampoule brillerait beaucoup plus que ça. Si maintenant on avait un défaut de polarisation des tubes, c'est-à-dire en admettant que le redresseur sélénium soit coupé ou brûlé, ce qui arrive malheureusement fréquemment, donc on va simuler comme si on n'avait plus de polar négative. Je vais débrancher le redresseur au sélénium. Je mets en service mon chauffage. Donc là, il n'y a que les chauffages des tubes, il n'y a pas la haute tension. Et je mets ma haute tension en service. Et regardez ce qui se passe. Là, si j'avais mis un ampèremètre ou quoi que ce soit en série, je ne connais pas la consommation de cet ampli parce qu'il n'y a rien de marqué dessus. Donc je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir ce qui peut se passer sur sa consommation. Donc la solution, on voit qu'ici il y a un défaut. La lampe brille beaucoup trop et le défaut fait que les tubes vont surchauffer. C'est-à-dire que les anodes vont être portés au rouge coquelicot et on va les faire vieillir prématurément. Donc la solution, elle n'est pas là de mettre un ampèremètre en série avec un appareil quand on ne connaît pas sa propre consommation. La solution est de mettre l'ampoule tout simplement comme je vous ai fait voir là, précédemment sur l'ampli à transistor. Ça évite bien des soucis. Si on avait un autre problème ici en admettant un condensateur en court-circuit ou un tube en court-circuit qu'on va essayer de simuler, je vais remettre en service mon redresseur sélénium que je remplacerai après par une... Je vais d'ailleurs le faire de suite. On va remplacer ce redresseur au sélénium qui est pas quelque chose de super. Mettre une diode genre donc BY N4007 ou quelque chose de 4005.
Alors donc forcément la cathode va aller vers le transfo et l'anode vers la résistance. Donc on va souder la cathode côté transfo et l'anode côté résistance. On va faire un apport de soudure neuve. Voilà, donc j'ai remplacé ce fameux redresseur sélénium par cette diode. On va tester si notre système fonctionne bien, s'il n'y a pas de défaut. J'attends un petit peu que les tubes soient à peu près chauds. Et je mets un service. Donc l'ampli fonctionne. On a l'ampoule qui brille moins parce qu'on a un peu plus de tension côté négatif avec une diode plutôt qu'un redresseur au sélénium qui a une résistance série qui est relativement importante. On va regarder maintenant ce que je vous disais concernant la partie, j'enlève l'ampoule, je la conserve toujours, la partie de la polar automatique par courant thermo-ionique sur cette partie de tube ici. La polar négative se fait par le courant d'électrons qui est précipité de la cathode vers la grille. Donc c'est ce qu'on appelle le courant thermo-ionique. Donc c'est une autopolarisation. On va regarder sur ici le tube préampli. Alors je prends la grille, pardon, la grille et la masse du tube, je ne sais pas si, oui, ici on voit bien la valeur de tension. Je mets mon positif à la masse et je mets ici, je fais ma mesure sur ma grille de mon tube. Je vais prendre ma masse ici. On a moins 0,8 volts. Si je mets un service, j'ai moins 0,3 volts. Pourquoi? Parce que ma tension quand je mets en service l'ampli, mon ampoule brille un peu plus que quand il est en stand-by. Donc on surchauffe, on chauffe moins le tube et il se produit moins d'énergie thermo-ionique. Donc le tube s'autopolarise bien par le biais, si je contrôle à nouveau ici. Ah, voilà, moins 0,78, moins 0,79, on peut aller jusqu'à moins 1 volt, on ira jusqu'à moins 1 volt sans les lampes série. Donc voilà pour l'explication de cette partie. On va contrôler maintenant, je vais arrêter lui qui bip sans arrêt. On va regarder maintenant le fameux vibrato. Alors pour le vibrato, je vous avais dit qu'on venait ici faire conduire les deux tubes par des impulsions positives, hein, forcément, puisque la partie négative
on fera quand même un blocage qui est certain sur la valeur négative, mais on fait conduire les deux tubes en même temps, donc ce qui va éliminer le signal. Je vais maintenant mettre en service l'ampli, mettre le vibrato en fonctionnement. Je fais varier la vitesse, l'amplitude ou profondeur, et je vais regarder ce qui se passe sur les grilles des tubes. Alors très attention ici, hein, parce que il y a beaucoup de jus. Voilà donc sur les grilles de nos tubes. Quand il n'y a pas d'amplitude de vibrato, ma tension est donc 20, on a moins 28 volts. Et si on monte l'amplitude, on se rend compte que les tubes, on arrive à la crête arrive à moins 20 volts d'amplitude. Donc le tube se sature et ça se traduit aussi par un scintillement sur la lampe. Si je baisse le signal ici, on peut voir une variation sur le filament de la lampe. Voilà pour ça. Donc on va regarder en sortie côté haut-parleur ce que ça nous donne. On va changer l'amplitude. On va se mettre sur 1 volt. Et voilà comment ça se traduit. Donc ici on a notre modulation. Et on peut bien voir qu'on a une modulation d'amplitude. Voilà donc pour la partie vibrato. Et on va maintenant tester l'intégrité de la puissance de cet ampli. Je vais quand même faire une chose. Regardez si mon équilibrage de commande de grille est correct. Pour ce faire, je vais mettre mon oscilloscope sur pardon, sur la première grille ici.
Et je vais regarder sur mon oscilloscope. Je vais me mettre en mode AC. Bon, j'ai une légère ronfle qui vient, je sais pas, on regardera ça, mais c'est une résiduelle à 50 Hz. Donc, pardon. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Est-ce que l'autre partie est ouverte? J'ai une ondulation résiduelle qui peut être due peut-être à un chimique qui est sec ou une ronfle, donc il faut déterminer la fréquence. La fréquence est à 50 Hz, donc c'est pas une résiduelle de redressement. C'est une ronfle amenée par voilà, par un mauvais blindage. Donc quand on approche la main, ici il y a ce souci là, c'est on amène un bruit parasite à 50 périodes parce que l'ampli n'est pas dans sa boîte qui doit être blindé pardon, sur la partie basse. Donc je regarde sur ma grille, ma première grille, j'ai une tension de 3,9 V ici de RMS, et je prends sur mon autre grille de mon tube d'à côté, j'ai 4,15 V, donc j'ai une dissymétrie au niveau de mon déphaseur. 3,9 V, et ici 4,19 V. Donc il y a bien une dissymétrie au niveau du déphaseur. Alors il se peut qu'il y ait un tube qui soit un peu fatigué par rapport à l'autre. On regardera ça, hein, c'est-à-dire donc le déphaseur est ici. C'est cette partie ici où il y a qui craint énormément la ronfle. Donc il faudra voir ça, peut-être changer ce tube, ou les résistances. Il se peut qu'il y ait un problème au niveau des deux résistances ici d'anode, donc ici 82K et ici 100K, qui est un déséquilibre de ce côté-là. Donc on va quand même essayer de voir de ce côté-là, pardon, pour la caméra. Alors je vais prendre directement sur, ça fait beaucoup de bruit, je vais monter mon signal. Ici j'ai une amplitude de, je vais monter un peu plus, 130 millivolts, et sur la cathode 140. Donc effectivement, le problème est bien au niveau du déphaseur, mais à mon avis, c'est un problème de résistance. Donc la solution pour équilibrer ça, ça serait de changer les deux résistances et mettre des résistances de bonne valeur. Mais bon, c'est peut-être pas, ça a été fait comme ça. Je sais pas si c'est la bonne solution. Donc ça sera
pas la partie driver ici qui sera en cause, c'est certainement, c'est sûr que ce soit au niveau du déphaseur, les deux résistances qui sont peut-être pas très bien adaptées pour arriver à avoir une symétrie parfaite. Bon, on va pas chercher la symétrie parfaite, c'est un ampli de guitare, c'est pas un ampli hi-fi. Généralement, ils sont pas 100% symétriques. Si on regarde après le transfo de sortie, je suppose qu'on ne doit pas être mauvais. Je pense pas qu'on ait le défaut constaté. On a une symétrie qui est parfaite parce que on a un autre problème là-dessus qui est le transfo de sortie qui ne sera pas parfait non plus. Comme c'est un transfo bobiné en une seule cage, donc on a des résistances qui ne sont pas équilibrées entre le point milieu et les deux extrémités, donc on arrive à ce que ça fonctionne, ça arrive à s'équilibrer. Voilà pour ça, donc on va faire une chose, maintenant on va le brancher en direct et on va faire la mesure de puissance. Donc on est bon du côté de l'impédance, je suis bien sur la bonne prise et on arrive à tirer 13 volts à 1 kHz. 13 volts, on va dire 13 volts. Alors, si on fait 13 au carré divisé par 8 ohms, ça nous donne 21 watts. Voilà. Donc cet ampli délivre 21 watts avec des tubes qui sont un peu fatigués. Je pense qu'on doit arriver un peu plus que ça avec des tubes en bon état, parce que théoriquement ça devrait être supérieur à ça, on devrait approcher les 40 watts avec une tension anodique comme ça, ou alors c'est que le transfo de sortie est de mauvaise qualité, ça se peut aussi. Voilà, et ben, il faudra peut-être essayer de changer les tubes, mais autrement, bon, tout est en ordre, hormis ce problème-là, mettre 2 tubes neufs, et peut-être qu'on sera meilleur dans le résultat de la puissance. Bon, voilà pour l'explication concernant cet ampli. Je pense vous avoir tout fait voir. Si vous avez des questions, ben, vous me laissez vos suppositions et questions, et voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On peut toujours s'améliorer. Donc voilà l'ampli le schéma de cet ampli. Je vous l'avais fait voir précédemment. Alors les soucis sont ici, ils étaient la lampe ici sur le stand-by en série qui était coupée, donc c'est une ampoule fusible. La deuxième partie, c'est qu'il avait été monté une fiche jack et la coupure stand-by par la fiche DIN était en service, donc il n'y a jamais eu de fonction stand-by, donc j'ai strappé ça. C'est vrai que c'est très utile
au cas où on ne brancherait pas les haut-parleurs, on n'a pas de haute tension, on ne risque pas de griller le transfo de sortie. Alors le transfo de sortie, on a deux 6V3, un 6V3 pour alimenter les tubes ici et un autre 6V3 qui va alimenter uniquement les tubes de puissance. Alors ce 6V3 donc ici est symétrisé par deux résistances de normalement 68 ohms qui sont mises à la masse. Donc on met une résistance qui part de ce pied ici qui va à la masse et une autre résistance qui part de ce pied ici qui va rejoindre le nœud de masse. Donc ça c'est pour éviter la ronfle sur les tubes. Voilà bon pour le test final qui est pas super concluant, mais en changeant les deux tubes de puissance, je pense qu'on peut arriver à améliorer ça. On peut aussi essayer de gratter un peu du côté du recul de grille. Je connais pas le courant, il faudrait que je mesure le courant. Pour améliorer ça, on peut grappiller un peu de ce côté-là aussi, en mettant les tubes un peu plus conducteurs. Donc il suffit pour ça de changer uniquement la valeur de 30 kg qui va à la masse, et on peut à la limite mettre 15 kg et un potentiomètre en série pour arriver à ajuster la polarisation des tubes de puissance. Ce qu'il est préférable de faire, ça sera de mesurer le courant consommé, qui ne soit pas excessif. Donc pour ce faire, on va prendre la résistance entre l'anode et le point milieu de chaque partie du transfo, et on va mesurer la tension aux bornes du transfo pour déterminer le courant anodique dans chacun des tubes. On peut essayer de le faire, on va voir ce qu'il en est. Alors, on va mesurer la résistance. Donc l'anode, c'est le pied de la belle 34, c'est le 1, 2, 3. Alors le 3, alors 1, 2, 3, c'est ici. Donc je mesure entre ici et ma partie haute tension, et j'ai une valeur de 36 ohms. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre en service l'ampli, me mettre ici un voltmètre. Ça va pas être facile. Je vais mettre en service. Je vais couper la modulation parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de modulation, et je vais mesurer ma tension j'ai 0,9 volts 0, ça fluctue un peu, 0,95 et on avait dit une résistance, j'ai oublié, on va le noter, ça serait bien, 0,95 volts. Alzheimer se prépare. Alors, ohms 6, on va marquer 35 ohms.
35 ohms pour 0,9. Alors on va appliquer la loi d'Ohm. Alors 0,9 divisé par 35, ce qui nous donne un courant de 0,025. C'est très léger. 0, donc ça fait la dissipation de combien par tube? Alors 0,25. Réponse multiplié par 0,9. Ouais, c'est ridicule, donc les tubes conduisent pas assez. Donc la solution, il n'y a pas assez de conduction des tubes. La solution, c'est de modifier ici la résistance de 30K. Et comme je vous ai dit, on va mettre en série 15K et un potentiomètre de 22K. Et on fera le test après. Donc on regardera ça, ce qui se passe si l'écart est trop important au niveau de la polarisation et la modulation. Eh bien, les tubes sont pas assez attaqués ici, donc le swing est pas suffisant pour les faire conduire. Et là, les tubes sont une conduction beaucoup trop faible. Donc on va bidouiller ça et on regardera ça après. Allez, à la prochaine.